Bonjour à tous, merci de votre présence, merci à vous chère Valérie pour votre invitation. Alors, avant d'attaquer la conférence, je vais vous présenter le sommaire. Alors, cette conférence se fera en 6 points. Premier point, le CIERP c'est quoi? Deuxième point, le PGE c'est quoi? Troisième point, le contexte économique général. Quatrième point, les éléments macroéconomiques en faveur de l'effacement des PGE des petites entreprises. Cinquième point, les solutions proposées par le CIERP. Deux sous-parties. Première sous-partie, la nécessaire autodéfense face à sa banque, c'est ce que j'appelle le kit de survie ou le kit de sauvetage. Deuxième sous-partie, l'engagement de la responsabilité de l'État coupable de la destruction de nos entreprises. Et enfin, en sixième point, je conclurai. Alors, nous allons débuter la conférence avec ce premier point. Donc, premier point, le CIERP, c'est quoi? C'est un syndicat interprofessionnel d'entrepreneurs créé fin octobre, début novembre 2022, qui a pris le nom de collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs, le CIERP. Et il s'est constitué sur une première proaction qui est d'obtenir l'effacement des PGE. Nous allons y revenir. Son combat est apolitique, il est exclusivement dû par l'intérêt économique supérieur du pays, l'impérieuse nécessité d'éviter tous les drames humains collatéraux qui ont malheureusement déjà largement commencé et concerne les TPE-PME de tout secteur d'activité. C'est un organisme sans but lucratif, constitué sous la forme de syndicat de la loi de 1884. C'est un nouveau syndicat patronal au même titre que la CPME ou encore le MEDEF. Nous disposons d'ailleurs du même code NAS que ces deux grands syndicats qui, je m'empresse de le dire, sur de nombreux sujets et surtout celui de ces prêts irremboursables que sont les PGE, n'ont toutefois de grand que le nombre d'adhérents. 243 000 pour la CPME et 190 000 pour le MEDEF. Nous y reviendrons. Alors l'objet du CIERP est très large. Il s'agit par un regroupement de toutes les personnes physiques ou morales, les collectifs participatifs, de mettre en commun des moyens pour aboutir à un effet unique qui permettent de concourir à défendre des intérêts interprofessionnels et citoyens par répercussion quant à des sujets et objectifs identiques, similaires ou complémentaires à ceux définis par ces statuts, à savoir principalement, sachant que nos statuts sont librement consultables et téléchargeables sur notre site internet, alors je vais vous donner l'adresse www.csierp.fr. Alors, ces sujets et objectifs sont principalement redonner aux PME, TPE, artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, aux travailleurs et dirigeants indépendants en règle générale, aux entrepreneurs retraités, leur place dans le monde économique. Assurer la représentation, l'assistance et la défense des intérêts de toute entreprise, chef d'entreprise et plus généralement de toute personne physique ou morale devant toutes les juridictions pour faire valoir leurs droits ainsi que ceux du collectif syndical lui-même, et lutter contre l'isolement des membres du dit collectif syndical. Promouvoir l'économie française en œuvrant pour la valorisation de l'économie réelle au détriment de l'économie financière. Lutter pour obtenir une suprématie de la production de richesses sur la fabrication d'argent ex nihilo et pour l'effacement des dettes injustifiées et ou illégitimes et ou illégales et ou odieuses et ou insoutenables. Mener des actions en vue de lutter contre la corruption, le népotisme, le parasitisme, le conditionnement psychologique, le secret organisé, les faux-semblants, la fraude fiscale ou toute autre atteinte à la probité et l'intégrité tant sur le plan local, national et international. Militer pour un usage régulier des deniers publics. Alors sous le terme de corruption, le collectif syndical vise toutes les formes de malversation et de manquement, notamment les conflits d'intérêts, les abus de biens sociaux, les trafics d'influence, les détournements de fonds publics, la prise illégale d'intérêts, l'excès de pouvoir et plus généralement toute atteinte à la probité publique, aux libertés publiques, à la dignité et aux valeurs morales ayant des conséquences graves sur l'essence même de toute société qui doit reposer sur une organisation harmonieuse, paisible et sereine de ses ressources générées par les activités libérales, entrepreneuriales, salariales et sociétales dans le but exclusif de faire le bien. Lutter contre les mesures répressives et ou abusives d'ordre politique, économique, financier et toute atteinte aux libertés individuelles et fondamentales s'opposant notamment à la liberté d'entreprendre
empêchant notamment de travailler dans un environnement concurrentiel sain et loyal, privant toute personne physique ou morale de disposer de ressources issues de son travail, impliquant de fait une mise en péril de l'équilibre social et économique. Alors, pour revenir sur la notion de dignité concernant la qualité de syndicat, je l'ai résumé dans un manifeste que vous trouverez sur notre site à sa page « Qui sommes-nous? Pourquoi nous rejoindre ?» Alors, pourquoi je considère que contrairement aux autres syndicats patronaux, le CIERP est réellement un syndicat digne de ce nom? En fait, je vais vous lire notre manifeste que vous retrouverez encore une fois sur notre site internet à l'adresse suivante que je redonne, www.csierp.fr. Alors, je vais vous lire ce manifeste. Nous sommes un syndicat novateur porté par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Nous sommes un syndicat digne de ce nom. Nous sommes là pour servir et non pour nous servir. Nous ne sommes pas là pour parader et pactiser avec les puissants. Nous ne sommes pas des menteurs et des profiteurs. Nous sommes des personnes humbles sur qui vous pouvez réellement compter. Nous ne sommes pas des pleutres qui se couchent. Nous sommes des partenaires courageux et désintéressés au service du bien commun. Nous ne sommes pas des petits puissants au service des grands puissants. Nous ne sommes pas des ovins. Nous sommes des modestes au service des grands modestes. Nous sommes des samaritains. Tout ceci vous parle et est en accord avec vos valeurs. Dans ce cas, nous rejoindre, c'est vous renforcer et nous renforcer, mais c'est aussi prendre le contrôle et la maîtrise de votre propre destinée. Enfin, nous rejoindre, c'est créer une dynamique de groupe de pro-acteurs résilients capables de renverser le cours des événements. Alors maintenant, on va attaquer le deuxième point de cette conférence. Le PGE, donc le prêt garanti par l'État, c'est quoi? C'est donc un emprunt bancaire qui a été inventé par une caste qui est entrée en guerre contre un virus prétendument extrêmement dangereux. En fait, nous, la population française. Alors, je m'empresse également de dire que si vous pensez à quelque chose ou à des personnes en particulier, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence. Ce fameux virus nous a été vendu comme un ennemi invisible, tellement nuisible qu'il était obligatoire de nous soumettre à tout un tas de mesures attentatoires à nos libertés fondamentales, dont la plus emblématique fut un emprisonnement à demeure appelé confinement. Aussi, concernant l'activité économique, l'État a décidé de fermer et ou d'entraver les entreprises dans leurs activités, lesquelles entreprises, conduites de fait à une mort à petit feu, ont été contraintes et forcées de souscrire à ce prêt empoisonné appelé PGE, pour éviter une mort par asphyxie immédiate. Il faut en effet comprendre que lorsque vous empêchez une entreprise de travailler, vous l'empêchez de percevoir ses recettes issues des ventes de ses biens ou services produits. C'est ce qu'on appelle la trésorerie, son oxygène en fait. Ainsi, nos virtuoses de l'économie ont décidé de remplacer ce délestage de trésorerie par de la dette, ce qui est une pure ineptie d'un point de vue économique, mais aussi une tromperie, et c'est là où réside l'escroquerie. En effet, il est parfaitement impossible de rembourser un prêt qui est venu remplacer du chiffre d'affaires supprimé unilatéralement, mais également violemment par l'autorité étatique, lequel chiffre d'affaires supprimé n'est jamais revenu, et même s'il était revenu à son niveau d'avant-vol, n'aurait pas été suffisant pour ce remboursement. Alors, j'emploie le terme vol à dessein, et je l'emploie avec son sens pénal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vol au sens pénal? C'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. On y est, mais on va y revenir. Alors, j'aime à dire avec ironie qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, l'École nationale des abrutis, pour comprendre ça. Alors, le PGE est en fait un prêt toxique qui s'est révélé être un des outils majeurs au service de la caste dominante aux manettes, dont l'objectif est notamment d'appauvrir les populations par la mise en faillite généralisée des petites entreprises pour tout d'abord pouvoir plus facilement soumettre ces populations à son agenda funeste, mais aussi au passage de transférer le patrimoine des classes moyennes vers les plus riches. Autrement dit, concentrer les richesses dans les mains de cette caste que je qualifierais de maléfique pour ne pas dire satanique. Alors, maintenant, on va aborder le troisième point de cette conférence. Le contexte économique général.
durant la crise dite Covid, plus précisément entre le 14 mars 2020 et le 14 mars 2022, l'État a instauré de nombreuses mesures procédant à des restrictions de liberté sous couvert de protection de la santé publique. Alors, vous avez eu les confinements, les couvre-feux, les fermetures administratives, les différentes entraves à l'exploitation, le pass sanitaire, le pass vaccinal. L'ensemble de ces mesures prises a eu des conséquences économiques extrêmement importantes. Une partie de celles-ci ont consisté en l'arrêt de la production industrielle de sous-traitants, créant des ruptures de stock en cascade tout au long de la chaîne de valeur de l'activité des différents agents économiques. Ce qui a empêché, à tout le moins, la reprise d'une activité complète en tout état de cause, même après la levée totale des mesures de restriction. Certaines habitudes de consommation des ménages prises dans les confinements et le pass sanitaire ont perduré bien après et ont conduit à l'instauration de nouvelles habitudes de consommation. C'est ce qu'on peut appeler, en termes économiques, des effets d'hystérèse. Donc, autre conséquence, une forte incertitude sur la rapidité à laquelle l'épargne contrainte sera consommée, de même que sur la nature des comportements de consommation en sortie de la période de restriction face à un choc d'un type jamais observé sur l'économie française. C'est sûr que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous devions faire face à un tel choc. Autre conséquence, et là c'est vraiment le sujet que je suis en train de traiter, un endettement des entreprises françaises pour plusieurs années, bien après la fin des restrictions. Une situation économique dégradée résultant d'une augmentation des taxes et impositions de toute nature en vue de résorber le déficit budgétaire record de plus de 700 milliards créé durant la période dite de crise sanitaire. Alors moi j'appelle ça l'opération Covid. Et également, autre conséquence, une incapacité à mesurer les conséquences des mesures sanitaires sur le contexte économique. Alors là, vous voyez, là j'ai sous les yeux un rapport mensuel du Parlement qui avait été établi sur les effets du pass sanitaire et qui indique les données suivantes. Alors en fait, c'est les comptes nationaux trimestriels 2021 en comparaison avec les comptes du quatrième trimestre 2019, que ce soit en termes d'activité ou en termes de consommation des ménages. Alors si on prend l'activité, et si par exemple on prend le secteur des transports et entreposage, on peut se rendre compte que par rapport au quatrième trimestre 2019, si on prend le premier trimestre 2021, on constate une baisse d'activité de 21%, moins 21%. Et si maintenant on prend la consommation des ménages, et si on prend le secteur d'activité de l'hébergement et restauration, on constate que au premier trimestre 2021, comparé avec le quatrième trimestre 2019, il y a une baisse de 58% en termes de consommation des ménages, moins 58%, c'est énorme. Ces données de 2021 démontraient déjà clairement un impact très délétère des mesures de restriction puisque force est de constater un contexte économique très dégradé dans son ensemble, que ce soit en termes de production que de consommation des ménages, comme on vient de le voir. Nous verrons plus loin que depuis, la situation économique du pays ne s'est pas améliorée et que les fondamentaux vertueux de l'économie sont très loin d'être revenus. Malheureusement. Alors si l'on se penche maintenant sur la notion de poids des entreprises dans l'économie française, particulièrement en termes d'emploi et de création de richesse, force est de constater, selon les dernières données INSEE disponibles, alors c'est les données 2021, c'était une parution du 6 décembre 2023 pour être précis, alors on constate que les micro-entreprises et TPE-PME représentent 4,5 millions d'entreprises, soit 99,8% des entreprises créées en France. Alors plus précisément, elles représentent 6,9 millions de salariés, soit 46,5% des salariés, presque la moitié de l'emploi. En termes de chiffre d'affaires, ça représente 1 453 milliards d'euros, soit 35% de l'ensemble des entreprises. Et en termes de valeur ajoutée, ou de richesse créée, ou de produit intérieur brut, c'est la même chose, ces TPE-PME représentent 42%. Donc quand même, près de la moitié de la richesse créée en France. Et enfin, ces TPE-PME représentent
la plus forte contribution à l'économie locale, mais également la plus forte contribution à la vigueur du tissu social. Alors nous allons maintenant affiner ces données économiques afin de démontrer, au travers de notre sujet des PGE, que ces petites entreprises, qui sont le poumon économique principal du pays, devraient être l'élément central de toute politique de redressement économique. Alors, je vais passer maintenant au quatrième point. Et ce quatrième point, il est le suivant. Il s'agit des éléments macroéconomiques en faveur de l'effacement des PGE des petites entreprises. Donc en fait, les chiffres que je vais vous donner, sachez-le, c'est des chiffres qui ont été entre les mains du ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. Puisque moi, je lui avais écrit, en tant que président du CIERP, mais également pour mon entreprise, pour lui expliquer la situation catastrophique du pays en termes économiques. Et donc, j'ai compilé tout un tas de chiffres que j'ai indiqué sur un document, encore une fois, que j'ai envoyé au ministre. Ce document, il tient sur 2 pages. Et donc, je vais vous donner ces chiffres que ce ministre a eu entre les mains. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que début 2022, 16% des PGE avaient été totalement remboursés. Alors ça, c'était selon la Fédération bancaire française. Après, selon les éco-entrepreneurs, début 2023, on en était à 1/3 des PGE qui étaient totalement remboursés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mois, il y a environ 2 milliards d'euros qui se remboursent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les procédures collectives sont très, très, très importantes. Par exemple, en 2022, il y a eu 42 500 procédures collectives. Alors, procédures collectives, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand une entreprise est en faillite, en fait, c'est quand elle dépose le bilan. Alors, il y a trois types de procédures collectives. Il y a la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. En fait, voilà, vous déposez le bilan, votre entreprise, elle ne marche plus du tout. Donc, c'est le début de la fin. Donc, j'ai regardé en termes de faillite la progression de ces faillites. Alors, pour l'année 2022, on en était à 3500 faillites par mois. Début 2023, on en était à 4000 par mois. Fin 2023, on était passé à 4600 par mois. Et début 2024, aujourd'hui, on en est à 5000 faillites par mois. Donc en fait, l'augmentation des faillites est énorme. Et si je prends début 2024, comme je vous ai dit, nous en sommes à 5000 faillites par mois. Donc plus 25% par rapport à début 2023. Et en fait, ça constitue un triste record, car ce chiffre est pire que le dernier datant de la crise financière de 2008. Alors, ce que je voudrais vous dire également, c'est que ce mécanisme du PGE a rencontré un fort succès et a été souscrit par plus de 90% des entreprises de 250 salariés. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, les entreprises de plus de 250 salariés, c'est ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Alors, c'est des entreprises qui ont un effectif d'au moins 250 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50 millions d'euros. Alors, je fais un zoom sur ces entreprises-là, parce que ces grosses entreprises-là, elles disposent de capacités de remboursement totales. Elles n'ont aucun problème pour rembourser. Donc, en fait, vous comprenez pourquoi toutes ces grosses boîtes de plus de 250 salariés, à 90%, elles ont souscrit un PGE. Ça a été un effet d'aubaine pour elles. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les très très grandes entreprises, par exemple comme Air France KLM ou Renault, alors les très grandes entreprises, c'est des entreprises qui ont au moins un effectif de 5000 personnes et qui ont un chiffre d'affaires annuel d'au moins 1,5 milliard d'euros. Alors elles
ces entreprises-là, elles représentent un chiffre infime du nombre d'entreprises, puisqu'elles représentent 0,01% du nombre d'entreprises. Alors, il faut savoir que ces très très grandes entreprises, 0,01%, elles ont obtenu 25% du montant des PGE, soit 36 milliards d'euros. Donc, 36 milliards d'euros, c'est 25% de 144 milliards d'euros, qui était le montant total des PGE qui ont été accordés. Donc, je répète, les 0,01% de toutes les entreprises françaises, donc les plus grandes entreprises, elles ont obtenu 25% du montant des PGE, 36 milliards. Et sur ces 36 milliards, par exemple, Air France KLM a touché 4 milliards d'euros et Renault 5 milliards. Et les entreprises de taille intermédiaire, elles représentent 0,20% de l'ensemble des entreprises. Alors, maintenant, je voudrais faire un zoom sur les entreprises que le CIERP défend. Donc, en fait, c'est très petites entreprises. Alors, comment peut-on définir les très petites entreprises? C'est celles qui ont un effectif de moins de 10 personnes et un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. Alors, ces entreprises-là, elles représentent 93,8% environ de l'ensemble des entreprises. Elles ont eu 37% du montant des PGE, soit 53 milliards d'euros. Je voudrais insister sur le fait que ces TPE, défendus par le CIERP, n'ont aucune capacité de remboursement, comme mon entreprise par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que M. Bruno Le Maire, je lui ai expliqué la chose suivante. Si on considère que, à ce jour, compte tenu du nombre de faillites qui explose de jour en jour, donc je rappelle qu'on en est, début 2024, à 5000 faillites par mois, on peut considérer qu'il y a 40% des PGE qui ont été remboursés. Donc, si on prend le chiffre de 53 milliards d'euros, qui est le chiffre indiquant le montant des PGE qui a été obtenu par les TPE, si on considère que 40% des 53 milliards d'euros accordés aux TPE a été remboursé, soit 21 milliards d'euros, l'État pourrait décider d'effacer la différence, soit 32 milliards. Alors, effacer, c'est un terme générique. Par exemple, si l'État français fait comme l'Allemagne et prend en charge les pertes comptables des entreprises, on va dire qu'elle va effacer le PGE. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, mon entreprise, j'ai rien à cacher, elle a souscrit malheureusement, de façon contrainte et forcée, un PGE de 94 000 euros. Mon entreprise, avec son bilan 2020, elle a fait malheureusement une perte énorme de 100 000 euros. Donc, si l'État français avait pris en compte et pris en charge les pertes comptables de mon entreprise, c'est-à-dire 100 000 euros, elle m'aurait versé, l'État plutôt, m'aurait versé 100 000 euros. Et moi, avec ces 100 000 euros, j'aurais pu rembourser les 94 000 euros de PGE. Et donc, du coup, mon PGE aurait été effacé. Voilà. Alors après, l'État français, il peut faire une chose très simple. C'est ce que j'ai suggéré à Monsieur le ministre. En fait, il suffit qu'il prenne son téléphone et il demande aux banques de renoncer à cette dette irremboursable. Parce que c'est une dette irremboursable. C'est pas possible. J'ai expliqué auparavant que lorsque vous remplacez du chiffre d'affaires par de la dette et que l'activité ne revient pas, c'est impossible à rembourser. Donc voilà. Donc après, on va nous dire oui, mais l'État il est en déficit, etc. Et donc il ne peut pas se permettre de s'asseoir sur 32 milliards, etc. Bien sûr que oui, parce que en fait, rien qu'en matière de TVA, les très petites entreprises représentent près de 28 milliards des recettes, plus de 14% du total. Quant aux PME, qui elles également ont souscrit un PGE, et que le CIERP défend également,
elle pèse, elle, pour près de 68 milliards d'euros, soit près de 35% du total. Alors là, j'invente rien, hein, comme tous les chiffres que je vous ai indiqués, hein, c'est des chiffres officiels, hein, la Cour des comptes. Et en matière de TVA, je me suis basé sur un document qui s'appelle Statistiques DGFiP, septembre 2023, numéro 2018, la taxe sur la valeur ajoutée en 2022. Alors, si l'État français ne fait pas ce geste d'effacement, comme je le répète, l'a fait l'Allemagne pour ses entreprises, alors là, pareil, je me base sur un rapport d'information qui a été établi par M. Jean-François Husson, rapporteur général à la Commission des finances du Sénat. Donc, M. Jean-François Husson, il faut savoir que je l'ai rencontré, et c'est lui qui a été mon intermédiaire avec M. le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire. Donc, je le répète, si l'État français ne fait pas ce geste d'effacement responsable comme l'a fait l'Allemagne pour ses entreprises, eh ben, il faudra au minimum déplorer 200 000 dépôts de bilan sur les 690 000 TPE-PME qui ont pris un PGE. En termes économiques, qu'est-ce que ça veut dire 200 000 faillites? 200 000 faillites, c'est 4,5% des entreprises françaises. C'est un demi-million de chômeurs supplémentaires. Et c'est une perte de 2% du produit intérieur brut. C'est-à-dire moins 50 milliards d'euros. Et là, je me base sur les chiffres du produit intérieur brut 2021 qui était de 2500 milliards d'euros. Source INSEE, les comptes de la nation en 2021. Voilà sur quoi j'ai basé mes calculs. Donc, encore une fois, le ministre, il a eu ces chiffres entre les mains, et donc, il avait un choix à faire. Soit il décide de demander aux banques de renoncer à 32 milliards, sachant qu'on va le voir, les banques, ça fait longtemps qu'elles ont récupéré leurs créances, ou cet État, que je qualifierais de prévaricateur, s'assoira sur 50 milliards d'euros. Donc, au choix, 32 milliards, 50 milliards. Voilà. Donc, si l'État ne suit pas cette suggestion, ben en fait, on aura compris, mais on l'a déjà compris, à quel type d'État on a affaire. Alors maintenant, je vais vous proposer les solutions que préconise le CIERP et que moi-même, avec mon entreprise, j'ai donc utilisé avec grand succès. Vous allez comprendre. Alors, première sous-partie, la nécessaire autodéfense face à sa banque. Je propose donc, mon syndicat propose, le CIERP propose un kit de sauvetage. Parce qu'il faut savoir que la banque prêteuse PGE a des tas de possibilités pour actionner la garantie de l'État, les fameux 90% du montant du prêt. Ces possibilités s'appellent des événements de crédit. Et ces événements de crédit permettent l'appel par la banque de cette garantie d'État. Donc en fait, quels sont ces événements de crédit? Alors il y en a plusieurs. Il y a par exemple le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'événement contractuel permettant la demande de remboursement anticipé ou de prononcer la déchéance du terme. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que du jour au lendemain, la banque, si vous ne la payez pas, ne serait-ce qu'avec une seule fois vous ne la payez pas, elle va vous faire une première mise en demeure, à la rigueur 2 mises en demeure, et puis ce qu'elle va faire, elle va prononcer la déchéance du terme du crédit et rendre exigible immédiatement la totalité du crédit. Moi, ils m'ont fait le coup, mais j'aurais coupé l'herbe sous les pieds. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est ce que je propose à mes adhérents. Autre événement de crédit, la restructuration du prêt dans le cadre d'une procédure de conciliation homologuée ou constatée par un juge en application de l'article 1343-5 du Code civil ou également une restructuration dans le cadre de la médiation du crédit. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais dans d'autres vidéos que j'ai pu faire, notamment une vidéo que j'ai faite sur TV Liberté avec M. Pierre Bergerot, j'explique pourquoi la médiation du crédit, c'est un piège qu'il faut fuir.
Alors, autre événement de crédit, l'ouverture d'une procédure collective. Donc, je ne reviens pas à ce que c'est sur une procédure collective, on en a parlé. Donc, en fait, on peut remarquer que tout a été bien calibré par l'État afin que les banques soient des collaboratrices loyales et surtout non regardantes, j'insiste sur ce point, non regardantes sur les capacités de remboursement de leurs emprunteurs. Mais nous allons y revenir, parce que ça, elles étaient obligées de regarder les capacités de remboursement de leurs emprunteurs. Parce que le droit bancaire existe toujours. Elles ne l'ont pas fait, et donc le CIRP s'est engouffré là par rapport à ça. Le CIRP s'est engouffré dans cette brèche. Mais nous allons y revenir. En effet, donc en fait, en cas de survenue d'un événement de crédit, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, le non-paiement d'une échéance, j'attire en insistant votre attention sur le fait que le prêteur, donc la banque, a le droit d'obtenir dans un délai de 90 jours un versement provisionnel de BPI France qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par le prêteur. Une fois le montant de la perte indemnisable définitivement connu, le prêteur obtiendra la différence ou devra rembourser le trop perçu. En gros, pour la banque, à la rigueur, il se fiche complètement que l'entreprise ne puisse pas payer, puisque dès l'instant que la pauvre entreprise acculée, ruinée, n'arrive plus à rembourser la moindre échéance de son PGE, en fait, la banque, elle obtient 90% du montant du prêt. C'est ce qu'on appelle la garantie de l'État. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, nous les entrepreneurs, au moment où il y a eu les confinements, on n'avait jamais connu ça, on a été sidérés, et donc, en fait, on n'a pas eu d'autre choix. Moi, je vais expliquer que les banques ont carrément démarché les entreprises en disant, voilà, soit vous prenez ce PGE, ou soit c'est fini pour vous. Et donc, en fait, quand on nous a dit, ok, pas de problème, prenez ce PGE, il est garanti à 90% de l'État, par l'État, si jamais vous ne pouvez pas payer, en fait, on s'est malheureusement aperçu trop tard que la garantie, elle n'était pas pour nous, elle était surtout pour la banque. Donc, en fait, je le répète, le simple non-paiement d'une échéance de prêt par l'emprunteur ouvre la possibilité pour l'établissement prêteur d'actionner la garantie de l'État avec une provision qui lui est versée dans un délai de 90 jours sur une estimation des pertes que sera amené à supporter le prêteur. Ainsi, plutôt que d'obtenir un remboursement de sa créance sur une période pouvant s'échelonner désormais sur 10 ans, l'établissement prêteur est en mesure de recevoir en une provision la majeure partie du montant de celle-ci. Aussi, vous comprenez que la banque a tout intérêt à mettre son emprunteur en défaut. Et voilà la triste vérité. Par suite, et ceci est très important, il est urgent de couper l'herbe sous le pied de votre banque avant qu'elle ne vous mette en faillite en prononçant du jour au lendemain, comme je l'ai dit, la déchéance du terme de votre PGE et ainsi en le rendant immédiatement exigible pour la totalité de son montant. Si vous la laissez faire ça, c'est simple, vous serez en redressement judiciaire et là, terminé, c'est la fin de votre entreprise. Alors, comment éviter ce désastre et cette très grave injustice? Le CIRP a la solution infaillible. Encore une fois, moi je l'ai expérimenté cette solution avec un grand succès. Maintenant, je suis tranquille. Moi d'abord, je n'avais jamais rien remboursé et là, je rembourse encore moins, et la banque ne m'embête plus. Et donc, je suis tranquille, mais je vais vous expliquer comment vous allez réussir à être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il faut mettre en demeure sa banque. Alors, comment mettre en demeure sa banque? Donc, sachez que une fois que vous devenez adhérent, donc je redonne l'adresse du site, www.csirp.fr, vous avez un modèle de courrier de mise en demeure qui est librement téléchargeable et que vous allez pouvoir personnaliser. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que ce courrier de mise en demeure? Alors, ce que je voulais vous dire, peut-être avant de les mettre en demeure, peut-être faites-leur un courrier d'information, de simple demande de renseignement. Alors c'est pareil, il y a des modèles de courrier,
il y a un premier modèle. Il y a un premier modèle pour les entrepreneurs qui ont commencé à rembourser leur PGE, mais qui ne peuvent plus le rembourser. Et un deuxième modèle pour les entrepreneurs qui étaient dans mon cas, qui n'avaient pas commencé à rembourser leur PGE et qui est adapté à leur situation. Alors, moi je dirais que maintenant quand même, ça fait quand même maintenant, pour les premiers qui ont eu un PGE en 2020, ça fait déjà 4 ans que vous le remboursez. Peut-être que ça serait bien, si vous ne pouvez plus le rembourser, de passer à la mise en demeure. Donc là, encore une fois, en devenant adhérent au CIRP, vous aurez un modèle de courrier. Alors ce modèle de courrier de mise en demeure, c'est simple. En fait, vous mettez en cause leur responsabilité contractuelle. Puisque la banque, elle avait un certain nombre de devoirs à respecter. Donc, vous leur dites voilà, vous leur expliquez que vous avez un préjudice à cause d'eux. Alors, qu'est-ce que c'est que ce préjudice? En fait, ils vous ont soutenu abusivement. On peut dire que ce prêt est un prêt également léonin. Donc, ils vous ont octroyé un prêt qui est très potentiellement irremboursable, le fameux prêt quoi qu'il en coûte. On vous a obligé de souscrire à un prêt irremboursable parce que vous n'aviez pas le choix, c'était pour ne pas mourir. Et en fait, encore une fois, vous ne pouviez pas faire autrement puisqu'on vous a empêché de travailler. Et en plus, la probabilité de retrouver votre chiffre d'affaires d'avant crise Covid, elle était quasiment nulle. On le voit. Le chiffre d'affaires, pour la plupart d'entre vous, n'est jamais revenu. Moi j'ai perdu, dès avril 2020, 50% de mon chiffre d'affaires. Mais je peux vous dire que ce chiffre d'affaires, il n'est jamais revenu. 4 ans plus tard. Voilà. Donc en fait, vous leur redites que remplacer du chiffre d'affaires par de la dette, c'est une ineptie d'un point de vue économique et c'est une tromperie. Vous leur décrivez votre préjudice. Alors c'est quoi votre préjudice? Votre entreprise, elle ne vaut plus rien, elle a perdu de la valeur. Hein. Et votre entreprise, elle a perdu en valeur pour un montant au moins équivalent au PGE que vous avez été obligé de souscrire. Votre entreprise est surendettée. Votre cotation Banque de France, elle est très négative. Vos perspectives de développement et même de survie sont très durement entravées, voire irrémédiablement compromises. Donc après, vous allez dire, bon voilà, je ne peux plus rien faire, voilà, c'est fini pour moi. Non, non, non. En prenant des bonnes mesures de gestion, je pourrais vous expliquer comment faire pour s'en sortir, puisque moi, j'arrive à survivre en prenant des mesures de gestion adéquates, mais je vous expliquerai de façon individuelle pour ceux ensuite qui pourront me contacter personnellement, qu'il y a possibilité de survivre. Et en attendant, vous allez obtenir une bouffée d'oxygène en ne réglant plus vos échéances PGE. Et je vous le dis de façon tout à fait légale. On vous mettra en rapport avec nos avocats. Puisque bien évidemment, vous allez demander à la banque de vous indemniser au niveau du montant de votre PGE et ils ne vont pas accepter, bien évidemment. Et donc, vous allez être obligé de les assigner devant un tribunal de commerce. Et donc, je vous expliquerai, je vous mettrai en rapport avec nos avocats et sachez que le CIRP interviendra volontairement dans votre procédure pour la renforcer et l'appuyer. Voilà. Et encore une fois, vous ne rembourserez plus votre PGE, ça vous permettra d'avoir de l'oxygène, de la trésorerie et vous pourrez survivre plus longtemps. Alors, j'expliquerai aussi aux nouveaux adhérents que il y a plusieurs choses à faire également, hein, peut-être de changer de banque. On vous conseillera, il y a des banques en ligne, on pourra vous mettre en rapport avec certains entrepreneurs adhérents du CIRP qui, eux, ont changé de banque et qui vous donneront des tuyaux. Sachez que les procédures devant les tribunaux pourront être financées par vos assurances protection juridique. Moi, c'est mon cas. De nombreux autres adhérents, c'est leur cas également. Donc, vous n'aurez rien à débourser. C'est vos assurances qui prendront en charge les frais des avocats du CIRP, qui deviendront également les avocats de vos entreprises, si bien sûr vous le souhaitez. Alors
À ce stade, vous vous dites peut-être, et après la mise en demeure, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La probabilité, pour ne pas dire la certitude, est que vous allez devoir assigner, comme je l'ai dit, votre banque devant un tribunal de commerce. Bien entendu, avec l'appui du CIRP. Autre question qui vous vient peut-être, sur quels moyens vais-je devoir attaquer ma banque? On en a déjà un petit peu parlé. C'est très simple. Il va falloir lui demander de réparer ses fautes, notamment sur son absence de respect de son devoir de mise en garde et de vigilance, mais aussi pour soutien abusif. Le droit bancaire existe toujours, et malheureusement pour la caste aux manettes, la caste malveillante au pouvoir, les loges maçonniques n'ont pas eu le temps de faire sauter le droit bancaire. Dommage pour eux. Aussi, chers amis, chers chefs d'entreprise, rejoignez le CIRP au plus vite. Et nous allons vous aider à tenir jusqu'à la victoire que vous méritez. Victoire qui est déjà en mouvement dans un futur désirable qui existe également. Ce futur, il existe déjà. Alors là, je fais un petit clin d'œil à notre ami M. Philippe Guimand, qui je crois est présent dans la salle. Je redonne l'adresse du site CIRP, le chemin qui mène à ce futur radieux qui vous tend déjà les bras. www.csirp.fr. Mais arrêtons-nous maintenant sur le comportement complètement irresponsable, immoral et vicieux des banques qui, en réalité, avant même de mettre en défaut leurs emprunteurs, ont déjà récupéré leur argent. Avec bonus, je tiens à le souligner. Ils ont déjà récupéré leur argent sur les marchés financiers, mais on va le voir. En fait, ces banques, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent en fait récupérer leur argent une deuxième fois. C'est tellement facile pour elles. Et ce, peu importe les drames humains qu'elles génèrent. Ainsi, vous allez encore mieux comprendre pourquoi les banques, sur directive de l'État, nous allons y revenir, ont tout fait pour multiplier les PGE, quitte à les faire souscrire sans aucune vérification par les entreprises les plus fragiles, y compris celles en difficulté, dépourvues de capacité de remboursement, comme mon entreprise et comme toutes les adhérentes du CIRP. L'avidité crasse des banques a été et est toujours malheureusement sans limite. Alors, je vais vous parler maintenant de cette incitation forcée à l'endettement des sociétés. Et surtout l'incitation forcée des sociétés à faible rentabilité. Alors, les banques, les banques avec la complicité de l'État, elles ont commis une faute du fait que l'endettement qui a été procuré aux entreprises est particulièrement disproportionné pour les entreprises qui ont une faible rentabilité. Surtout que cette incitation forcée à l'endettement des sociétés, notamment, encore une fois, celles avec une faible rentabilité, nous permet de constater que cette incitation à la souscription de PGE a été très forte de la part de l'État et des banques. En effet, au commencement de la crise sanitaire, pour pallier les effets dévastateurs sur les entreprises des mesures sanitaires adoptées par le gouvernement, le président de la République a lancé sa politique du quoi qu'il en coûte. On peut constater qu'avec la mise en place de ce PGE, c'est un véritable pont aérien de cash, pour reprendre les termes du directeur général de BPI France, que prévoit de déverser l'État et les banques sur les entreprises françaises, avec l'accord de la Commission européenne, pour aller jusqu'à 300 milliards d'euros de prêts couverts par la garantie de l'État, à hauteur de 70 à 90%. D'ailleurs, le directeur général de la Société Générale, donc un certain Frédéric Oudéa, donc le mari d'une ministre actuelle du gouvernement, lui, il a déclaré, il a été très clair sur le sujet, je peux vous le garantir, il n'y aura pas de rationnement. Et donc, au final, selon la Banque de France, l'endettement des entreprises a augmenté de 217 milliards d'euros en 2020.
En effet, 40% des entreprises ont eu recours au PGE pour un montant total de 137 milliards d'euros accordés au 31 décembre 2021. Donc en fait, on en est à 144 milliards d'euros. Donc en fait, il n'y avait aucun refus, hein. Je tiens ça d'un avocat, je vais caricaturer un petit peu. Vous aviez des stagiaires dans les banques, elles appuyaient sur un bouton et ils balançaient le cash sans aucune restriction. En fait, il y a eu un taux de refus d'octroi d'à peine 2%, entre 2 et 3% à peine. De tels chiffres s'expliquent aisément par le refus de l'État d'établir la moindre contrainte d'éligibilité et d'utilisation et illustrent les dérives de la politique du quoi qu'il en coûte. Donc en fait, c'était tellement facile d'avoir de l'argent que les grosses entreprises, elles se sont engouffrées là-dedans. Pour elles, ça a été un effet d'aubaine phénoménal, hein. Certains responsables ont investi dans l'immobilier, ont changé leur voiture, etc. etc. Voilà la politique du quoi qu'il en coûte, hein. La politique du copain coquin. Et nous, les petites entreprises, tout simplement, on est en train de nous laisser péricliter. Mais grâce au CIRP, n'ayez crainte, vous allez vous en sortir. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré donc, on va dire, j'appellerais ça de la manipulation du directeur général de la Société Générale qui dit il n'y aura aucune restriction, il n'y aura pas de souci, tout le monde aura son PGE, on laissera personne sur le carreau, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de rationnement, je peux vous le garantir. Il y a quand même le délégué général Île-de-France Sud de la Société Générale qui, lui, a été un peu plus mesuré, on va dire qu'il a été un peu moins manipulateur que son patron. Et lui, il a dit que normalement, les entreprises qui ont une structure financière un peu plus légère, avec un impact de la crise extrêmement fort sur la trésorerie et la rentabilité, la demande est un peu plus complexe et va nécessiter une étude plus approfondie, hein. Et donc, pour les entreprises particulièrement qui affichent, et dans la plupart des cas pour les petites entreprises qui affichent des capitaux propres négatifs, alors là par contre ça va être un problème de recevabilité pour obtenir un PGE. Bon, en fait, il s'est avéré que, encore une fois, en fait, l'argent était balancé sans aucune vérification, sans aucune restriction. Et en fait, on a créé une illusion de liquidité. Ces liquidités allaient disparaître rapidement. Moi, je vais vous dire, mes 94 000 euros de PGE, en quelques mois, ils ont été absorbés. Alors après, comment j'ai fait à m'en sortir? Tout simplement, je vous le dis, hein, en fait, je me paye quasiment plus. Moi, mon entreprise, c'est une entreprise d'aide à domicile. Je peux vous dire que mes aides à domicile, elles gagnent plus que le patron que je suis. Voilà où on en est. Et je vous passe les détails des autres mesures drastiques de gestion que j'ai été obligé de prendre pour juste survivre. Et sachez que mon chiffre d'affaires, là, il est descendu 14 ans en arrière. Ça fait 16 ans, presque 16 ans maintenant que j'ai créé mon entreprise. Et en termes d'activité, je suis descendu 14 ans en arrière. C'est difficile à croire, mais c'est malheureusement la stricte et malheureuse vérité. Alors, sachez aussi que je vous ai parlé tout à l'heure de démarchage des banques. Sachez que mon ex-banquière qui m'avait accordé le PGE, elle m'a attesté la chose suivante, attestation que j'ai versée au dossier dans ma procédure contre ma banque devant le tribunal de commerce, et également que je verse au dossier de la procédure que j'ai intentée avec l'aide d'un autre avocat du CIRP que je salue, maître David Guyon, qui est d'ailleurs de Montpellier. Donc, sachez que nous attaquons l'État, hein, et donc j'ai versé l'attestation de ma banquière dans ce dossier. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma banquière? Qu'est-ce qu'elle m'a attesté? Elle m'a attesté avoir contacté l'ensemble de ses clients professionnels au téléphone pour leur proposer le PGE. En fait, on n'avait jamais vu ça. C'est les banques, elles ont appelé toutes les entreprises comme si elles vendaient des frigos, en fait, hein, voilà, allez-y,
vous avez un argent gratuit, parce qu'en fait, le taux d'intérêt, il était quasiment inexistant. Hein. C'était pas la question. Hein. Les banques, je vais expliquer rapidement tout à l'heure qu'elles ont déjà récupéré leur argent avec bonus. Hein. Elles n'avaient pas besoin d'un taux d'intérêt élevé. Donc en fait, pour revenir sur l'attestation de ma banquière, en fait, elle a appelé tous les clients, dont moi. Et donc voilà, prenez ce PGE, parce que si vous ne le prenez pas, à juste titre, bah, vous allez mourir tout de suite, immédiatement par asphyxie. Et en fait, le témoignage de ma banquière confirme l'existence d'un véritable démarchage par les banques auprès de leurs clients, et ce, j'insiste sur ce point, en accord avec le ministère de l'économie. Et ça confirme également, ce procédé, l'intérêt de l'établissement bancaire à multiplier au maximum les PGE, quitte à les faire souscrire par des entreprises en difficulté ou capacités de remboursement plus que fragiles. Ceci est d'autant plus notable dans un contexte où l'État s'est visiblement gardé de rappeler à ma banque et à toutes les autres l'interdiction formelle posée par la Commission européenne d'octroyer une aide d'État à des entreprises en difficulté au 31 décembre 2019. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une difficulté au sens du droit européen? Eh bien, c'est tout simplement des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Concernant mon entreprise, sachez que c'était le cas au 31 décembre 2019, et c'est d'ailleurs toujours le cas. En l'espèce, au 31 décembre 2019, j'ai rien à cacher, ma société était dotée d'un capital de 1 000 €, c'est une petite entreprise, elle avait réalisé une perte de 55 770 €. Et donc, elle devait être considérée comme en difficulté. Et bien évidemment, je reviens sur l'attestation de ma banquière, elle a indiqué qu'elle a eu des consignes du ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire, il s'est bien gardé de dire qu'il avait été enjoint par la Commission européenne de bien dire aux banques de surtout pas accorder un PGE aux entreprises qui, au 31/12/2019, avaient des capitaux propres inférieurs à la moitié de leur capital social. Et donc, pour prendre le cas de mon entreprise encore une fois, d'après les chiffres que je viens de vous donner, si la banque avait fait son boulot, et si le ministre avait donné les bonnes consignes, et s'il n'avait pas en tête autre chose, c'est-à-dire tout simplement favoriser, malheureusement, il faut dire la vérité, favoriser la faillite des petites entreprises au profit des grosses, transférer, c'est-à-dire pour transférer le patrimoine, du moins le peu qu'il leur reste, des classes moyennes vers les classes les plus aisées, ou encore une fois, concentrer les richesses entre les mains d'une seule et même caste, la caste malveillante dont j'ai parlé. Et bien en fait, le ministre, s'il avait fait son travail, il aurait dit à ma banquière, vérifiez bien les capacités de remboursement de la société X ou de la société Y. Et regardez surtout par rapport à la Commission européenne si au 31 décembre 2019, elle n'a pas des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social. Et auquel cas, vous avez une interdiction formelle, l'État français a l'interdiction formelle de demander aux banques d'accorder des PGE à ce genre d'entreprises qui sont en grande difficulté. Donc encore une fois, moi on m'a accordé le PGE en me démarchant. Voilà. Voilà qu'est-ce que c'est que la Commission européenne, voilà ce que c'est que les relations de la Commission européenne avec l'État français. Donc en fait, on est encore dans la manipulation. Vous remarquerez que quand ça l'arrange l'État français, il dit voilà, c'est la Commission européenne qui me dit de faire ça. Mais quand ça ne l'arrange pas, même si la Commission européenne a dit de faire ci ou de faire ça, bah ça on ne suit pas la Commission européenne. Donc vous voyez, donc tout ça, vous l'avez tous compris, tout ça c'est de la manipulation. Donc en fait, on nous demande d'aller voter, mais vous avez tous compris que ça ne sert absolument à rien. Voilà, donc ça c'était un petit aparté par rapport à tout ça. Alors, pour terminer sur cette décision officielle de la Commission européenne, faut savoir que cette décision de Commission européenne, qui encore une fois interdisait formellement d'accorder une aide d'État à des entreprises en difficulté au 31 décembre 2019,
C'est une décision qui a été rendue le 21 mars 2020 dans un document intitulé Aide d'État SA.56709, entre parenthèses 2020/N, France Covid-19, plan de sécurisation du financement des entreprises. Et cette décision du 21 mars 2020 fait pourtant ressortir clairement cette interdiction formelle établie par la Commission européenne. Et donc, vous avez tous compris que l'État français est allé à l'encontre de la Commission européenne, alors qu'il ne nous arrête pas de nous bassiner avec cette fameuse Commission européenne. Donc, encore une fois, vous voyez que tout ça, c'est de l'esbrouffe et on se moque de nous en permanence. Mais, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les membres de ce séminaire, vous avez tous un cerveau, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous, et vous vous rendez compte que nous ne sommes pas des personnes qui se laissent facilement manipuler. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Je pourrais dire tout simplement qu'il est incontestable que l'État français, par l'intermédiaire de son ministre de l'économie, qui est plutôt très bon dans l'écriture de romans pornographiques, a fait preuve de sélection dans ses directives données aux établissements bancaires pour optimiser leur démarchage auprès de leurs entreprises clientes, ce qui est très dommageable pour les petites entreprises déjà en difficulté, particulièrement ma société ou encore celles qui adhèrent au CIRP, ou qui vont, je l'espère, bientôt adhérer pour retrouver de l'oxygène et obtenir réparation de la part de cet État prévaricateur, mais nous allons y revenir. Voilà. Donc, il en résulte, pour terminer sur ce point, que l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et une faute de nature à indemniser ma société et encore une fois, toutes les autres dans le même cas. Mais nous allons y revenir. Et ce, d'autant plus que, par arrêté du 6 mai 2020, qui est venu s'ajouter aux dispositions initiales décrétées le 23 mars 2020, ce même État a contribué grandement à l'accroissement exponentiel de la dette des petites entreprises dépourvues de capacité de remboursement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 37% des montants des PGE, soit 53 milliards d'euros, ont été souscrits par des entreprises de catégorie TPE. Ces TPE, je le répète, représentent 93,8% de l'ensemble des entreprises ayant souscrit un PGE. Ainsi, l'État a encouragé les établissements bancaires à octroyer des PGE en facilitant la circulation de ces prêts sur les marchés financiers et le refinancement lucratif de ces établissements en cas de mobilisation de ces prêts dans le cadre d'opérations de politique monétaire du système européen des banques centrales, SEBC. Alors, ces opérations de politique monétaire du SEBC, système européen des banques centrales, c'est ce qu'on peut appeler aussi titrisation, ou on peut appeler ça aussi quantitative easing. Donc là, je vais quand même aller un peu plus vite parce que le temps passe très vite. Mais sachez que c'est des techniques financières qui sont très lucratives, qui sont utilisées par les banques et qui ont été utilisées dans le cadre des PGE. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le quantitative easing ou la titrisation ou opération de politique monétaire du système européen des banques centrales? Eh ben, c'est le recours, en l'occurrence, à l'achat par la banque centrale de titres de dette privée aux banques commerciales. En fait, ils ont vendu les PGE, les banques ont vendu les PGE à la Banque Centrale Européenne. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait, ils ont profité de taux négatifs. Donc en fait, pour prendre l'exemple de mon PGE, ma banque, elle a dû très certainement, quand je dis très certainement, la probabilité est quasiment de 100%, vendre mon PGE, les 94 000 euros, à la Banque Centrale Européenne. Donc, comme c'était des taux négatifs, donc en fait, la Banque Centrale Européenne lui a versé 94 000 euros plus de l'argent. C'est ce qu'on appelle les taux négatifs. Donc en fait, elle a déjà fait un bonus là-dessus. Et en plus, après avoir récupéré les 94 000 euros avec un bonus, elle les a de nouveau prêtés à une autre banque, de nouveau flouée. Mais là, ce coup-ci, avec des taux positifs, avec un autre bonus. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça avait été prévu.
ils avaient prévu une mobilisation sur les marchés financiers de 1850 milliards d'euros. En fait, cette titrisation, elle a permis aux banques d'augmenter très fortement leur liquidité. Et ça a été permis par l'arrêté du 23 mars 2020, complété par l'arrêté du 6 mai 2020. Donc en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de 1850 milliards d'euros. Ça a été versé à de très nombreuses banques. En effet, il est parfaitement notoire que 742 banques européennes ou mondiales se sont précipitées au guichet ouvert par la Banque Centrale Européenne afin de bénéficier, qui plus est, comme je l'ai dit, de taux négatifs. En effet, ces 742 banques avaient demandé à mi-juin 2020 plus de 1300 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne en pleine crise sanitaire, au moment où elle multipliait les PGE, soit la plus grosse opération de refinancement depuis 2012. Sans compter que cette opération a été répétée en mars 2021, cette fois à hauteur de 330 milliards d'euros supplémentaires. Source, Les Échos, 18 juin 2020, également un article du 20 mai 2021 du CADTM, Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que on peut faire un parallèle avec la dite crise des subprimes de 2007, où les banques américaines, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette crise des subprimes, ces banques américaines ont prêté des sommes à des personnes désargentées, en leur faisant miroiter qu'elles allaient devenir propriétaires de leur logement, tout en sachant pertinemment que ces petites gens ne pourraient jamais rembourser. Résultat, les pauvres emprunteurs se sont retrouvés à la rue et les banques en question se sont retrouvés propriétaires de tous les biens, maisons, appartements, pour une bouchée de pain. Et au passage, elles ont titrisé les prêts octroyés. C'est exactement ce qu'elles ont fait avec les PGE. Donc vous avez compris, les ex-futurs propriétaires américains donc se sont vus octroyer des prêts immobiliers. Ces prêts immobiliers ont été vendus aux banques centrales américaines, du moins à la Banque Centrale Européenne, pardon, à la Banque Centrale Américaine. Et en fait, les banques rapaces ont récupéré leur argent et les emprunteurs, les pauvres emprunteurs, n'ont pas pu rembourser leur maison. Et en fait, les banques américaines ont récupéré les maisons et les appartements pour une bouchée de pain. C'est exactement ce qui se passe avec les PGE. On nous accorde un prêt qui est remboursable, sachant que l'activité économique ne pouvait pas revenir. Nous, les chefs d'entreprise floués et ruinés, on n'a plus d'activité, on ne peut plus rembourser les PGE. Les banques essayent de nous mettre en faillite. Et donc, du coup, comme notre boîte, elle ne vaut plus rien, vous avez des rapaces, des grosses boîtes, bon, ils m'ont fait le coup plusieurs fois, on vous appelle et on vous dit, voilà, on va vous racheter votre boîte, mais pour 1 euro symbolique. Voilà. Et donc, en fait, les copains des banques, les copains coquins, État, grosses entreprises, banquiers, et bien en fait, ils récupèrent les petites entreprises comme les nôtres, nous les petits chefs d'entreprise, pour une bouchée de pain, pour 1 euro. C'est exactement la même chose par rapport à la crise des subprimes. Pour ça, ils sont très forts, les banquiers. Ça, c'est vrai qu'ils sont très forts là-dessus. Mais encore une fois, on ne va pas les laisser faire. Ça serait trop facile pour elles. Alors, donc encore une fois, il résulte de tout ce qui précède que l'État a commis une faute dans la gestion de la crise sanitaire à l'égard des petites entreprises. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité et indemniser ma société et toutes les autres sociétés plaignantes qui rejoindront le CIRP, www.csiurp.fr. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur la deuxième sous-partie des différentes solutions qui sont proposées par le CIRP. Alors, on va pouvoir attaquer l'État sur plusieurs points. Sur 2 causes juridiques, en fait. La responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute.
Alors, la responsabilité pour faute, vous savez tous ce que c'est qu'une faute, hein, il y en a plusieurs. Hein. On fera le zoom sur une faute emblématique, hein. Puis j'en listerai quelques-unes encore. Hein. Donc en fait, nous allons attaquer l'État. Donc là, la requête est prête. Au moment où vous regardez cette vidéo, ça se trouve, la requête est déjà déposée. Et d'autres requêtes concernant d'autres entreprises sont déjà déposées. Alors, ce que je disais, donc on peut attaquer l'État sur deux causes juridiques, la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Si je vous parle de la responsabilité sans faute, avant de se focaliser sur une faute emblématique. Alors, la responsabilité sans faute, comme son nom l'indique, n'implique pas l'existence d'une faute. Ainsi, peu importe que les mesures sanitaires aient été considérées comme parfaitement légales. Ce qui compte, c'est l'existence d'un préjudice d'une suffisante gravité en lien avec l'action de l'État. En effet, si la vie en société implique des inconvénients, lorsque ces charges sont supportées par certains plus que d'autres, on estime qu'il existe une rupture devant les charges publiques. Ce régime de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques s'appelle la responsabilité de l'État du fait des lois. En l'occurrence, durant cette crise sanitaire, l'État a édicté de nombreuses lois. Alors, il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu la loi du 23 mars 2020, on en a parlé. Il y a eu la loi du 17 octobre 2020, celle du 15 février 2021 ou encore celle du 5 août 2021. Voilà. Alors après, pour bénéficier de ce régime de responsabilité de prime abord favorable car exemple de rapporter la preuve d'une faute, il convient de remplir une condition d'anormalité et une condition de spécialité. Donc là, le temps passe, je vais passer ces deux conditions, hein, condition d'anormalité et de spécialité. Mes avocats l'expliqueront beaucoup mieux que moi. Donc, encore une fois, on vous mettra en rapport avec eux une fois que vous deviendrez adhérent. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, sachez qu'il y a eu un article qui a été rédigé par Maître Guyon, sur le sujet. Alors, je vous donne l'adresse du site, hein, www.guyon-avocat.fr. Alors, pour terminer pour cette responsabilité sans faute, avant d'attaquer une faute emblématique de l'État, je vais vous parler des préjudices indemnisables. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je vais vous en donner quelques-uns. Et sachez-le, chers futurs adhérents, chers chefs d'entreprise, vous allez pouvoir obtenir plusieurs centaines de milliers d'euros de réparation. Alors, les préjudices qu'il va falloir chiffrer, on vous aidera, hein, on vous dira comment faire. Hein. Alors, il y a le préjudice de perte de marge bénéficiaire nette. Alors, pour ceux qui ne sont pas comptables, la marge bénéficiaire nette, c'est le résultat. C'est-à-dire, vous avez rentré de l'argent, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, pour faire simple, et vous avez eu des dépenses. Donc, argent entrée, recette, moins argent sorti, dépenses, ça fait un résultat. Et donc, ça fait une marge bénéficiaire nette. Voilà. Ensuite, autre préjudice à indemniser par l'État, le préjudice de moins-value du fonds de commerce. Votre boîte, elle ne vaut plus rien, malheureusement. Voilà. Si vous avez un endettement qui représente, comme par exemple mon entreprise, un quart de son chiffre d'affaires, et que vous n'avez plus d'activité et qu'en plus vous avez vos capitaux propres négatifs, votre boîte, elle ne vaut absolument rien. Donc du coup, écoutez, va falloir qu'on évalue, mais ça, encore une fois, on vous expliquera comment évaluer ça, qu'on évalue la moins-value de votre fonds de commerce, la valeur de votre entreprise. Et donc, vous allez devoir être indemnisé à la hauteur de ce que vous avez perdu. Ensuite, c'est pareil, du fait qu'on vous a empêché de travailler, vous avez dû prendre des mesures, peut-être comme moi, de baisse de votre salaire. Et donc, du coup, l'État va lui demander de vous rembourser votre perte de salaire, hein, y compris votre perte de cotisation sociale, puisque tous les mois,
bah, vous cotisez pour votre retraite, etc. Hein, bah, tout ça, vous l'avez perdu hein, à cause de l'État. Et également, on va lui demander de vous indemniser au niveau de votre préjudice d'avoir eu la malchance de souscrire un PGE. Donc, au minimum du montant de votre PGE. Sans oublier le préjudice moral. Parce que cette situation cauchemardesque, qui a duré officiellement du 17 mars 2020 au 15 mars 2022, eh ben, vous l'avez très mal vécu. Et donc, ça, c'est pareil, on vous expliquera comment faire évaluer votre préjudice moral. Alors, je profite de cette conférence pour lancer un appel à tous les entrepreneurs, même ceux qui n'ont pas souscrit de PGE. Je les appelle à nous rejoindre parce que vous avez compris que nous allons pouvoir vous aider à obtenir une juste et conséquente indemnisation pour tous les préjudices générés par l'État. Je vous redonne l'adresse du CIERP, www.csiurp.fr. Alors maintenant, avant de faire le zoom, je vais vous parler très rapidement du délai de prescription. Sachez qu'il y a un délai de prescription de 4 ans pour obtenir une réparation de l'État. Mais rassurez-vous, tout le monde est dans les temps. Quand vous vous mettrez en rapport avec nous, on vous expliquera qu'il n'y a pas de problème. On vous expliquera qu'il va falloir que vous fassiez un courrier de demande indemnitaire préalable avant d'attaquer l'État devant le tribunal administratif. Mais on va y revenir. On va y revenir et encore une fois, nos avocats vous aideront et vous expliqueront tout ça. Et le CIERP vous apportera également une assistance juridique. En plus de vous apporter une assistance administrative et également morale. Parce que vous pouvez m'appeler, vous pouvez nous appeler personnellement, il n'y a aucun problème. On aura un traitement personnalisé pour chacun d'entre vous. Alors voilà, donc c'est pareil, le modèle de courrier de demande indemnitaire préalable avant d'attaquer l'État, il sera librement téléchargeable et il sera personnalisable en fonction de la situation de votre entreprise. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le zoom sur une des fautes les plus emblématiques commises par l'État, à savoir l'abandon de créances sélectif ou discriminatoire en violation du principe d'égalité devant la loi. Ben en fait, on se rend compte que l'État, et on l'a constaté très rapidement, eh ben, il a eu un traitement de faveur des grandes entreprises contraire au principe d'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, c'est pareil, hein, j'ai pu constater tout ça, notamment dans la presse. Hein, je remercie d'ailleurs une de mes adhérentes qui m'avait mis la puce à l'oreille par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc en fait, il s'est avéré que certaines grosses entreprises se sont vues effacer leur ardoise PGE. Notamment, on peut lire dans la tribune.fr du 21 juin 2022, la phrase suivante: c'est un petit commando qui intervient de façon confidentielle quand la situation des entreprises se dégrade. Une petite équipe d'urgentistes économiques qui mène un travail de l'ombre. Alors, ils aiment bien utiliser le terme ombre. Alors, cette petite équipe d'urgentistes économiques qui mène un travail de l'ombre à l'amiable avec les dirigeants, les gros dirigeants, les banquiers et les investisseurs. 3 petits points. L'objectif de cette petite équipe d'urgentistes, ce petit commando, c'est de trouver des solutions pour éviter que la société ne mette la clé sous la porte et supprime des emplois. Retenez bien, éviter que la société supprime des emplois. Alors en fait, ce petit commando, il travaille au sein d'une cellule qui a été créée au sein du ministère de l'économie. Et cette cellule, elle s'appelle le CIRI. CIRI, pour Comité interministériel de restructuration industrielle. Et donc, le choix du CIRI comme cadre de négociation obligatoire pour bénéficier de l'intervention de l'État et donc fortement inciter les banques à accepter un abandon de créances, a fermé de fait cette opportunité aux entreprises de moins de 400 salariés et par conséquent aux TPE-PME. En fait,
vous avez compris que cette cellule chargée d'effacer les ardoises PGE, bah, c'était prévu uniquement pour les grosses boîtes d'au moins 400 salariés. Donc nous, les petites entreprises, peu importe. Il y a la presse d'autres organes de presse ont fait fuiter l'existence de plusieurs abandons de PGE qui ont été négociés entre 2021 et 2023. Alors, par exemple, on a appris que la société Potel et Chabot avait obtenu un abandon de PGE de 10 millions d'euros. La compagnie Air Austral, elle avait obtenu un abandon de créances de l'ordre de 180 à 190 millions d'euros. La société BT2I, un abandon de l'ordre de 10-18 millions d'euros. La société Cityscoot, un abandon de PGE de 20 millions d'euros. Quant à la société Latécoère, elle a obtenu un abandon de créances de 183 millions d'euros. 183 millions d'euros. Je vais m'arrêter sur cette société. Là, je remercie encore une fois une de mes adhérentes qui se reconnaîtra, qui m'avait fait parvenir un article du Canard enchaîné. Donc, je vais vous lire le tweet du Canard enchaîné. Donc, ce Canard enchaîné s'était fendu d'un tweet le 8 juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'il disait, cet organe de presse? Il disait la chose suivante. Voilà des ricains qui peuvent dire thank you à Macron. Basé aux îles Caïmans et propriétaire du groupe aéronautique toulousain Latécoère, Searchlight a obtenu l'effacement de 183 millions d'euros de dettes, dont 60% de prêts garantis par l'État. Donc en fait, Latécoère a obtenu un effacement sur ces 183 millions d'euros de dettes, un effacement de 60% de prêts garantis par l'État, soit un effacement de PGE de 110 millions d'euros. Alors, sur cette société Latécoère, il est intéressant de noter que c'est un groupe déficitaire davantage présent à l'étranger qu'en France, qui a bénéficié de plusieurs renflouements en bénéficiant d'une certaine bienveillance des banques prêteuses, et c'est sûr, une certaine bienveillance, mais également de l'État. Gel de ses dettes, abandon de créances, subvention de l'État. Elle n'est pas belle la vie? Donc en fait, cette société, en fait, elle a été très favorisée par l'État, alors même que ça fait des années qu'elle subit des pertes énormes. Donc on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y avait un intérêt pour l'État de lui effacer son PGE? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt réel? Sachant que cette société Latécoère a une implantation de ses sites de production en majorité à l'étranger et que, encore une fois, la domiciliation de la société mère du groupe se trouve dans un paradis fiscal, c'est-à-dire les îles Caïmans. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même un problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que les filiales implantées à l'étranger ont une personnalité fiscale distincte de celle de la société mère en France. Parce qu'il faut savoir que les revenus de cette société ne sont pas imposés en France, mais dans le pays d'implantation. Et les dividendes versés par la filiale étrangère à la société mère sont de plus exonérés en France. Et le groupe Latécoère détient des filiales à l'étranger qui représentent environ 50% de son chiffre d'affaires. Par exemple, elle détient des filiales en République tchèque, au Brésil, aux États-Unis, au Japon. Et, je le répète, le groupe Latécoère est détenu à hauteur de 75% par le fonds d'investissement américain Searchlight Capital Partners, immatriculé aux îles Caïmans. Donc en fait, moi ce que je voudrais savoir, sachant que il y a un texte qui existe et qui exige un engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie en 2020, qui dit que une grande entreprise qui bénéficie d'un report d'échéance fiscale et sociale ou un prêt garanti par l'État octroyé en 2020
s'engage à ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un État ou territoire non coopératif en matière fiscale. Donc, je pose ma question au ministre de l'économie. Est-ce que la société Latécoère a signé avec vous un engagement de responsabilité pour obtenir ces PGE? Est-ce qu'elle s'est engagée à ne pas avoir son siège ou une filiale dans un État ou un territoire non coopératif en matière fiscale? Ça serait intéressant de le savoir, monsieur le ministre. Donc en fait, le groupe s'est vu octroyer 2 prêts garantis par l'État en 2020 à hauteur de 28 et 60 millions d'euros, après lesquels un tiers de ses effectifs en France avait été supprimé, soit 475 postes. Donc tout à l'heure, je vous avais dit, retenez bien que la cellule qui a été créée au sein du ministère de l'économie devait tout faire pour éviter les emplois. C'était la condition sine qua non à l'effacement du PGE. Donc là, on voit encore qu'on se moque de nous. Donc en fait, voilà, la société Latécoère a obtenu 2 PGE en 2020 et a supprimé 475 postes. Et en plus, en 2023, elle a supprimé 145 postes supplémentaires, après un nouveau PGE à 130 millions d'euros en 2021. Donc qu'est-ce que ça démontre ça? Ça démontre que le soutien de l'État au groupe Latécoère ne s'est pas traduit par un maintien de l'emploi sur le territoire, pas plus qu'il ne l'a empêché de délocaliser ses activités. Voilà, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça, il suffit de prendre un article de l'Usine Nouvelle, un article d'avril 2023. C'est un syndicaliste qui le dit. Sur les 200 millions d'euros de PGE, rien n'a servi en France. Et en plus, les sommes obtenues ont servi pour l'acquisition de sociétés à l'étranger. En conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? L'État français a accordé 2 PGE puis un abandon de créance à une entreprise détenue à hauteur de 75% par un fonds américain immatriculé dans un paradis fiscal et qui a procédé au licenciement de plus de 500 salariés sur le territoire français depuis 2020. Voilà. Il est donc plus que flagrant que nous avons affaire à un État qui se livre à une violation du principe d'égalité sans justification valable, et ce, en allant même à l'encontre de l'objectif avancé par le ministère de l'économie de prétendument favoriser les entreprises aux enjeux financiers et sociaux importants. Par suite, l'État, au lieu de favoriser les entreprises d'au moins 400 salariés, il aurait mieux fait de suivre mon humble suggestion que j'ai exposée tout à l'heure. En fait, l'argument de l'intérêt financier et social avancé par le ministère de l'économie pour justifier l'abandon de créances au profit d'une poignée d'entreprises en violation du principe d'égalité est inopérant, complètement inopérant. En effet, ces dernières sont souvent déficitaires et pour certaines, comme on l'a vu, adeptes de l'optimisation fiscale et de la délocalisation quand les TPE-PME se révèlent être des acteurs de premier ordre dans l'économie française. Donc vous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise qui adhèrent au CIERP, vous êtes des acteurs de premier ordre dans l'économie française. Donc soyez-en fiers et surtout ne baissez pas les bras. Le CIERP est là pour vous aider. Alors, bon là, on n'a plus trop le temps. Je vais vous citer d'autres fautes, dont certaines qu'on peut qualifier de fautes sur le volet pénal. Alors, il y a parmi les fautes, il y a les décisions étatiques préjudiciables aux rentrées fiscales et sociales. On l'a vu hein, par rapport aux chiffres que j'avais transmis au ministre de l'économie. Il y a également la trahison des intérêts nationaux par ceux chargés de les défendre, atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Donc là, je vous renvoie vers le cas emblématique de l'entreprise toulousaine Latécoère. Il peut y avoir aussi, hein, ça il faut creuser les choses, hein, c'est pas le sujet du jour, on peut creuser les choses en termes de crimes d'intelligence avec une
une puissance ou une entreprise étrangère, etc., etc. Donc maintenant, on en arrive à la conclusion. Écoutez, moi j'ai envie de conclure cette conférence sur le côté spirituel des choses. Très souvent, devant les situations difficiles persistantes et défiant a priori toute solution humaine, la plupart des personnes sombrent dans le fatalisme. Elles finissent par croire qu'elles ne s'en sortiront jamais, que c'est la fin, et pour les croyants, que Dieu les a oubliés et même abandonnés. Bien évidemment, il n'en est rien. Nous ne devons jamais nous avouer vaincus, car la fatalité n'existe pas. C'est un mensonge du diable. Il suffit de regarder l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44. Et bien évidemment, il ne faut pas faire l'erreur de croire à ces mensonges. Notre adversaire est en effet très rusé et il utilise 3 méthodes pour limiter notre potentiel terrestre mais aussi divin. Première méthode, la tromperie, nous l'avons vu. Deuxième méthode, les distractions. Et troisième méthode, le découragement. Donc on ne va pas lui faire ce plaisir, on ne va pas se décourager. Même si c'est vrai que c'est très dur de continuer à se battre, mais comme je l'ai dit, la fatalité n'existe pas. Et avec Dieu, encore moins. L'homme de foi le sait. J'ai envie de vous dire, quand je deviens responsable de ma vie, les choses changent. Avec Dieu, tout est possible. Je vais accomplir des exploits. Je vais de l'avant. J'arrête de me chercher des excuses. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Rassurez-vous. Ça, il suffit de prendre le livre de Job, dans la Bible, chapitre 19, verset 25. Et rien n'est impossible à Dieu pour vous si vous vous relevez en lui faisant confiance. Et le cierpe, humblement, est là pour vous aider à vous relever. Dans le même ordre d'idées, si je me recentre maintenant sur les objectifs nobles de Révolu Droit, l'excellent travail de notre hôte, Madame Valérie Bugeaud, à savoir se réapproprier la chose publique, réformer le droit, repenser la politique, je souhaiterais exprimer ici mon plein et entier soutien à la nécessaire réintroduction de la pensée de l'illustre saint Thomas d'Aquin dans notre droit, mais aussi dans notre pratique de l'économie qui doit être au service exclusif du bien commun, qui est d'ailleurs le thème de la conférence de cet après-midi à 15h45, avec le philosophe et universitaire M. Michel Boyancé. Enfin, je terminerai sur une notion majeure sur la pratique de l'économie qui, selon moi, doit inévitablement être une pratique d'inspiration chrétienne et particulièrement catholique, à savoir que dans un rapport entre agents économiques, que ce soit entre un patron et un ouvrier, un vendeur et un acheteur, une entreprise et un client, une entreprise et un concurrent, un banquier et un usager, un État et un citoyen, pour contribuer justement au bien commun, chacun doit nécessairement poser des actes moraux en prenant en compte l'autre dans son calcul économique. Je vous remercie.